Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence man. Essaie de Christian Domenici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bogman. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce 23e épisode du Ciné Sporting Club. Le très regretté Kobe Bryant a dit « Le plus important, c'est d'essayer d'inspirer les gens afin qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. » Le basket inspire, oui. Et le cinéma, expert en la matière, l'a souvent aidé dans cette tâche. Si nous nous attaquons si tardivement au basketball, c'est parce que pour le Ciné Sporting Club, il s'agit d'un petit Everest. En effet, on parle d'un des sports les plus représentés au grand écran, et ce, dans tous les styles imaginables. Drame, comédie, biopic, animation, etc. Autant dire qu'on a attendu d'avoir la main chaude avant de fouler les parquets. Encore que nous avons déjà souvent fait référence à des films traitant de basket dans certains de nos épisodes. Oui, c'est vrai, c'était quelques shoots pour se mettre en rythme. Exactement. Cette surexploitation s'explique déjà par le fait qu'il s'agit d'un sport américain, donc bénéficiant de l'effet Hollywood. Et oui. Il s'agit du second le plus suivi après le foot américain. Mais aussi car il est celui qui s'est le plus exporté à l'étranger, ce qui n'est pas forcément le cas des autres sports collectifs de l'oncle Sam. On se retrouve ainsi avec un sport mondialisé et donc des films qui viennent du monde entier. Alors on s'est donc mis en mode play-off avec un tableau plus que garni et relevé. Donc poste par poste ou scénario par scénario, on va passer en revue les prétendants aux 5 majeurs de cette Dream Team du Ciné Sporting Club. Alors il y aura sûrement débat et certains films resteront peut-être benchés sur le banc. En tout cas, il va y avoir beaucoup de références citées pour déterminer quels sont les films qui auront leurs affiches au Hall of Fame. Donc prenez des notes, on vous emmène sur les parquets pour cet épisode floqué comme par hasard du numéro 23 et intitulé Poseur d'écran. J'en suis sûr. Tu sais pas quoi, Michael Jordan est venu ici une fois. Je l'ai enfoncé, petit blanc, t'imagines ça? Oui, moi j'en enfoncé un pro. Je l'ai vu de mes yeux vus, Billy. Et Michael m'a dit, hey, toi tu devrais jouer professionnel. Pro. Je lui ai dit non, je suis le plus pro des amateurs. Respectez ce mec, c'est long. Le basket, c'est un sport collectif, mais c'est quand même bien souvent une opposition individuelle avec son adversaire direct. Une lutte 1 contre 1, acharnée, sollicitant le physique ou la technique. Ou les deux, mais bon, tout le monde n'est pas Wembanyama. C'est clair. Les vrais spécialistes des 1 contre 1, ce sont surtout les dribbleurs, les ankle breakers, ou briseurs de cheville. Oui. Ceux qui prennent un malin plaisir à rendre fou leur vis-à-vis jusqu'à les mettre sur le cul. Oui, un pro du dribbling ou du crossover comme Kyrie Irving ou Allen Iverson. C'est ça. Le basket, c'est donc aussi des duels, et les scénarios traitant de ce sujet le démontrent encore. Je commence avec un film de duel original qui, à ma grande surprise, peut bousculer la hiérarchie. Ah ouais. J'abats cette première carte car je sais qu'en face il y a du lourd. Et oui. Alors, je vais vous parler de Love and Basketball, réalisé en 2000, qui nous conte en 4 cartons l'histoire de Quincy et Monica. Alors c'est un homme et une femme, si vous n'êtes pas habitué aux prénoms américains, et qui sont donc amis depuis leur enfance. Tous deux passionnés de basket, le sport va les séparer et les réunir tout au long de leur vie. Cette romance de Gina Prince Bythewood est plutôt réussie, agréable à suivre, même pour un réfractaire comme moi aux comédies romantiques. Je comprends. Oui, tu vois. Et puis, le sport est vraiment central et bien restitué à l'image. Avec un casting convaincant, alors il y a Omar Epps et Sana Lathan, qui portent à merveille ce couple, et une histoire qui est bien narrée. Love and Basketball peut être le joker dont vous aurez besoin si vous ne savez plus comment convaincre votre moitié de regarder à nouveau un film de sport. Ah, ça sent le vécu, là. Oui, alors j'en profite pour m'excuser auprès de madame. Alors moi j'ai un sérieux prétendant à ce poste, avec un statut de film incontournable. Il s'agit de Les Blancs ne savent pas sauter, avec pour une fois une traduction française au pied de la lettre, puisque le titre original est White Men Can Jump. C'est bien, oui. Alors film de 1992, devenu culte pour toute une génération. Dont nous faisons partie. Oui. Réalisé par Ron Shelton, à qui on devra un peu plus tard le film de golf Tin Cup, dont nous avons parlé dans notre épisode 18, True Stories. Et quand je dis culte, je vous avoue que de le revoir, ça a eu effectivement l'effet d'une Madeleine de Proust, tant ce film pue les années 90. Clairement. Alors, des fringues bariolées à la bande-son, en passant par une réalisation et un scénario léger bien 90s, et sans tabou, tout est là. D'ailleurs, le titre et le débat qui ressort du film ne passeraient probablement plus aujourd'hui. Ah. Ouais, l'insouciance des années 90.
Et tout de même, mention spéciale au débardeur Marcel si viril du personnage de Sidney. Tu sais, c'est le même que Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, le string d'omoplate. Oui, bien affreux, ouais. Et sa casquette de cycliste bien vintage. Bon, drôle de combinaison. Ouais. Voilà. Donc Ron Shelton met ici en scène les, à l'époque, tout jeunes Woody Harrelson et Wesley Snipes, jouant mutuellement Billy et Sidney, donc, deux basketteurs de rue qui arpentent les playgrounds des quartiers de Los Angeles pour se faire de la monnaie en pariant sur eux-mêmes au basket 2 contre 2. Film de duel car Billy et Sidney ne sont pas particulièrement amis au départ, au contraire, et le film joue bien sur cette ambiguïté, l'un ou l'autre n'hésitant pas à faire un coup de pute à son partenaire, avec évidemment ce trash talk sur le fait que les blancs ne savent pas planter des dunks. Inévitable. Billy ne sait peut-être pas dunker, mais il sait rentrer dans la tête de ses adversaires pour y semer le trouble et jouer avec leurs nerfs, avec des répliques bien saillantes. Et il est vraiment relou d'ailleurs. Donc nos deux rivaux, finalement très complémentaires, vont unir leurs forces pour des matchs endiablés, bien rythmés et bien présents tout le long du film, pour parvenir à combler leurs dettes et réaliser leurs rêves. Alors il faut savoir que Sidney, son rêve c'est d'avoir une maison, mais du côté de Billy, c'est sa femme, elle rêve de jouer à Jeopardy. Ok, voilà, chacun ses rêves. Côté basket, il faut savoir que Bob Lanier, ancien joueur en NBA, donc aux Detroit Pistons et aux Bucks de Milwaukee pour les vrais, il a été choisi comme consultant pour le film. Donc il s'est même dit impressionné par le niveau de notre duo d'acteurs, estimant même qu'ils avaient atteint un niveau de basket universitaire. Ah oui, propre. Ce qui est franchement pas dégueu aux États-Unis. Ah oui, oui. Et du coup, bah, ça en fait un bon film de sport, bien culte. Hein. Bon alors, l'opposition est faible face à White Man Can't Jump. Bon. Et Crossover va se faire postériser, je préfère prévenir. D'accord, Crossover donc. Voilà. Alors c'est un film de Preston Whitemore et qui est quand même défini par certains comme un nanar immense. Je préfère prévenir. Alors j'irai pas jusque là, mais le fait qu'il date de 2006 ne justifie pas un montage et des effets lumineux qui semblent dater de la fin du XXe siècle. Quoi. Et encore, fin du XXe siècle, on faisait des choses correctes. Ouais, justement, ça semble plus vieux que ça. Ah voilà. Oui, d'accord. Ouais. Alors il y a des idées dans le scénario quand même. Il y a l'opposition entre université et basket de rue, les sirènes de la NBA face au choix de continuer les études, mais rien n'est traité de manière originale et aucun cliché n'est évité. D'accord. Alors vous ajoutez à ça des petites histoires d'amour sans queue ni tête, plus des choix des personnages qui sont parfois incompréhensibles, et on ne peut que bâiller face à ce film qui oscille entre mauvais clips de rap et publicité Nike des Nikes justement. Voilà. Okay. Donc vraiment à piocher quand il y a plus personne sur le banc. Ouais, pourtant Crossover, le titre était bien trouvé. C'était bien, on aurait pu en faire un épisode, le titre de l'épisode. C'est vrai. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. Rien à cirer que les Browns se pointent en face. Alors je te repose la question. Ce sport, est-ce que tu l'aimes? Oui. C'est un chaton qui ronronne qui vient de répondre là? J'ai rien entendu. Est-ce que tu veux jouer en NBA? Oui. Eh ben, au boulot, mon pote. Que serait le film de basket sans un petit côté rédemption? C'est clair. Et que serait le basket sans ses bad boys? Il nous faudra donc un vilain garçon à remettre dans le droit chemin dans notre Dream Team. Bah oui, et à ce poste, on veut du sournois, un joueur qui travaille ses adversaires aux côtes, peu importe s'il ne s'occupe pas trop du ballon, un gars qui tiendrait tête à un Draymond Green ou un Ben Wallace. Et si avec ça, il a une vie extra-sportive à la Ron Artest... Alors rebaptisé Meta World Peace, hein. Oui, mais je sais pas si tu savais, ensuite, il s'est fait renommer The Panda's Friend. Oui, d'accord. L'ami des pandas. C'est un cauchemar pour les mairies. C'est quand il jouait en Chine. D'accord, okay. The Panda's Friend. Ouais. Ou même Dennis Rodman, hein. Bah oui. Et un passé des plus troubles, on aimera encore plus le détester ou l'aduler. Et les prétendants poètes sont nombreux pour le poste. Premier prétendant à ce poste, donc il a été notre recommandation de notre épisode sur les sportifs acteurs, He Got Game de 1998, un joint de Spike Lee. Oula, pour ceux qui ont la rêve. Bah oui. Alors, on aime He Got Game aussi parce qu'il traite de sujets intéressants, à savoir notamment le traitement des jeunes joueurs de lycée démarchés par des universités prêtes à tous les travers pour les faire venir et intégrer leur équipe. Des travers comme offrir une réduction de peine et donc la rédemption à un père tolard, joué par Denzel Washington, s'il parvient à convaincre son fils, Jesus Shuttleworth, joué par Ray Allen, de rejoindre l'université de son état. Donc film intéressant, à voir avec un Ray Allen forcément convaincant dans ses scènes sur le parquet, et un joli zoom sur le business des clubs universitaires qui cherchent les pépites de plus en plus tôt, allant même jusqu'à contourner les lois pour les faire venir. Ok, alors je vais te proposer face à ça, c'est Hustle, ou Le Haut du Panier de 2022, film de Jérémy Azagar, et qui est sur Netflix d'ailleurs. Alors on a peut-être un opposant sérieux là. Ce projet, auquel est rapidement intégré Adam Sandler en tant que producteur et acteur principal, tient toutes ses promesses. On y suit un recruteur de NBA chez les Sixers. De Philadelphie. Exactement. Qui doit redorer son blason après s'être fait placardiser comme scout en Europe. C'est-à-dire, quelqu'un qui va aller chercher des pépites des nouveaux joueurs.
Il découvre ce qu'il considère comme une pépite en Espagne, un joueur de rue, et le fait venir en NBA sans consulter ses patrons. Un peu risqué comme mouvement. Ouais. Alors, Sandler est toujours au top dans les rôles sombres, hein, mine de rien, et si vous vous demandez si la fidélité au monde du basket est respectée, voici quelques éléments. Alors, à la production, on retrouve un certain LeBron James, oui, déjà, qui a ainsi ouvert quelques portes, hein, tu te doutes, ouais. Ce qui explique la pléiade de joueurs NBA actuels ou passés, hein, qu'on voit défiler, comme Luka Doncic, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Allen Iverson. Oui, du show. Ouais, voilà, ouais, j'en passe et des meilleurs, il y en a d'autres en plus. Oui, du beau monde. La perle espagnole est jouée par Juan Hernán Gómez, qui a fait environ 7 saisons en NBA, comme tu sais, avant de rejoindre le Panathinaikos, et qui s'ennuyait pendant le Covid, ce qui lui a donné l'occasion de passer le casting pour rigoler, et donc finalement avec succès. D'accord. Hernán Gómez, qui a quand même été un cauchemar des Français. Oui, en plus, oui, qui nous a fait quelques misères sur les France-Espagne. On n'en parlera pas. Ouais, non. Alors on est sur un film immersif, hein, qui ne trahit pas les fans de basket, tout en ne faisant aucune concession au côté sombre de l'envers du décor, et ça c'est plutôt bien. On finit pas sur les talons avec le scénario, hein, mais c'est prenant et rythmé. Alors je vais sortir mon Ghetto Blaster et mes grosses chaînes, parce que là aussi j'ai un opposant avec Gang Ball, les règles de Harlem. Encore un exemple de titre français soi-disant accrocheur, alors qu'une traduction aurait suffi, puisque le titre original c'est Above the Rim, au-dessus de l'arceau, du cercle. Donc. On aurait compris. Mais bon, Gang Ball, hein, autant faire un jeu de mots entre les gangs et le basket. Ah oui, ça fait plus dur. Voilà. En tout cas, avec un titre comme ça, on sait de quoi ça parle. Oui. Donc Gang Ball, film de 1994 de Jeff Pollack, qui met en scène Shep, une ancienne star déchue du basket, hantée par son passé, jouée par Leon Robinson, qui se retrouve agent de sécurité d'un lycée de Harlem. Un beau jour, il remarque Kyle, un jeune joueur talentueux du club du lycée, et Kyle est d'ailleurs joué par Dwayne Martin, ancien joueur d'assez bon niveau en université. Alors même s'il n'a jamais atteint la NBA, sauf avec des petits contrats ne valant rien, mais il a jamais foutu les pieds sur un parquet de NBA. On le retrouve d'ailleurs au casting des street basketteurs de Les Blancs ne savent pas sauter, dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Mais son personnage, Kyle, a le cul entre deux chaises, entre son talent indéniable de basketteur et l'appât du gain que lui offrent les gangs du ghetto autour du trafic et du crime. Bon, tu le vois, le côté rédemption du coup. Bah oui, notre vigile Shep va évidemment se positionner en mentor du jeune prospect pour le mettre dans le droit chemin grâce au basketball, face au gang du caïd Birdie, joué par un certain Tupac Shakur. Allez, quand même. Bah ouais, il y a Tupac, ouais. Alors, un bon petit film bien 90s, hein, tu te doutes, avec beaucoup de scènes de basket en tout genre, hein, donc sur les playgrounds, dans le quartier, sur les parquets du lycée, du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 5 contre 5, bref, voilà. C'est un autre film qui sent bien les années 90, et puis tout a été tourné à Harlem en plus, et il y a du bon hip-hop tout le long, quoi. Ok, d'accord. Alors, je vais tenter un petit peu autre chose, même si je suis pas ultra convaincu, c'est The Way Back. Ah, on en avait parlé, tiens. Ouais, exactement, de 2020. Alors, on retrouve Gavin O'Connor, hein, après Miracle, Warriors et Brothers, mais surtout Ben Affleck, hein, dont on ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre sa propre descente aux enfers hein, à cette période et celle de Jack, qu'il joue, donc joueur de basket déchu, qu'il campe dans le film et qui va trouver la salvation en devenant entraîneur d'une équipe plus que nulle. Alors, plein de qualités et de bonnes intentions, hein, ce film, mais je trouve toujours aussi ennuyeux, il y a rien à faire, un peu trop attendu, et surtout, pas assez méchant pour notre équipe. Il est pas seulement grand, il est rapide, avec des mains immenses. Regarde comment il bouge avec la balle. Il n'a jamais été entraîné, c'est un diamant à l'état brut. Au poste 3, dans le 5, il faut aussi le joueur déterminé, le besogneux cherchant toujours à progresser pour emmener son équipe au sommet. En gros, le premier arrivé à la salle d'entraînement et le dernier à en sortir. Le mec solitaire, mais sur qui tu peux compter quand tu pars au combat. C'est le dépassement de soi, hein, la Mamba mentality. Si cher à notre ô combien regretté Black Mamba, Kobe Bryant. On part donc sur les scénarios type dépassement de soi ou de sa condition, parce qu'on lâche rien. Oui. Alors, on attaque avec Magic Basket, ou Like Mike, de John Schultz, film de 2002, dont on a déjà parlé vite fait dans notre épisode sur les films de sport pour enfants. Et donc c'est le film, tu sais, avec Lil Bow, l'enfant rappeur. Yippie, voilà, par mémoire. Qui joue donc un jeune orphelin, Calvin, qui rêve de jouer en NBA et qui trouve un jour des vieilles chaussures signées MJ. Mais qui est MJ? Et il se trouve que les godasses sont magiques, car une fois portées, ils vont le faire jouer comme Michael Jordan. Ah oui. Like Mike, donc tu vois. J'ai compris. Donc les portes de la NBA vont donc s'ouvrir à lui, malgré son âge, 13 ans, et sa petite taille, évidemment. Donc, détail sympa, les équipes que Calvin affronte sont les véritables équipes NBA. Ah oui. Alors même si l'équipe dans laquelle il joue s'appelle les Los Angeles Knights.
Ouais, totalement fictive. Hein, donc, alors, soit pour des questions de droit, peut-être, hein, parce que c'est quand même du lourd, hein, les Lakers et les Clippers, soit pour élargir le public visé et ne pas froisser ou les fans de Lakers ou les fans de Clippers. Ouais, quoi. c'est plutôt malin. Donc c'est un film à voir en famille ou en réveillant l'enfant en vous, quoi. Un petit film croit en tes rêves, quoi. Oui, on pourrait presque en faire une catégorie de ce genre de film. Voir un épisode. Oui, un épisode complet, ouais. Eh bien, magie toujours, hein. Dans Thunderstruck de 2012 par John Whitesell, c'est Kevin Durant qui donne son talent au jeune Brian, fan de basket mais piètre joueur. Alors tout ça via un mystérieux éclair qui traverse le ballon au moment où il le fait signer par KD. D'accord. Ce qui est différent par contre, c'est que le joueur du Thunder d'Oklahoma City, hein, à l'époque en tout cas, se retrouve avec le niveau au basket de Brian, qui est proche du mien, on va dire. Ne sois pas si dur avec Brian. Ok, donc, toi tu m'as vu jouer, j'ai compris. Et c'est le seul ressort comique du film d'ailleurs. Hein. C'est voir le MVP 2014 jeter des parpaings à côté du panier et ne pas arriver à jouer. Quoi. Ça lui arrive pas souvent. Non, on se doute bien. C'est faux raté que lui-même a qualifié de, entre guillemets, partie la plus difficile du tournage. Alors ah bon, c'était pas le jeu d'acteur. Prenez ça. C'est quoi ça? En basket, un shoot n'est souvent bon que grâce à la passe qui le précède. Oui. Sauf quand tu t'appelles Steph Curry, bien sûr. Oui, évidemment. Pour incarner l'équipe, il faut le lion, un artiste de la passe, un créateur. Le mec qui te rend le shoot facile. L'esprit d'équipe, c'est le meneur de jeu qui l'incarne le mieux. Un John Stockton, un Jason Kidd, quoi. Un Steve Nash ou Tony Parker. Évidemment, oui. Ou un Chris Paul, ou évidemment un Magic Johnson. Oui. Donc là, on va parler des films qui traitent surtout du collectif, qui prônent un basket où le ballon tourne entre les joueurs et où la camaraderie prime sur le résultat. Donc il y a des pépites un peu plus discrètes et qui pourtant cochent toutes les cases au poste de titulaire de notre 5 majeur. Nous en avions fait l'éloge dans notre épisode 19 sur les films d'animation. Je vais parler évidemment de The First Slam Dunk de 2022, réalisé par Takehiko Inoue. Donc ce film d'animation japonais, tiré du manga Slam Dunk, du même auteur, nous avait impressionné pour son rythme effréné, sa fidélité au sport même et la place qu'il donne à celui-ci. Pour rappel, le film couvre l'intégralité d'une finale de basket, de la première à la dernière seconde, avec un réalisme saisissant, tant dans l'étendue des actions et des situations de jeu, mais aussi et surtout dans une bande-son à couper le souffle. C'est incroyable. Ouais. On s'en est toujours pas remis, et s'il y a un film qu'on peut clairement qualifier de film intégralement de sport, c'est celui-ci. Clairement. Et dans le même registre, mais en moins réaliste, on a aussi le film d'animation Kuroko's Basket Last Game, donc film japonais de 2017, qui est en fait l'adaptation et surtout la suite du manga de la série du même nom, Kuroko's Basket. On change de registre avec Uncle Drew, 2018, de Charles Stone. Alors, ce film est une performance digne des meilleurs meneurs de jeu qui savent se mettre au service du collectif. Et oui, crois-moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Uncle Drew, à la base, c'est une série de publicités pour Pepsi, dont vous vous rappelez peut-être, et dans lesquelles on suivait Kyrie Irvine, déguisé en personne âgée, s'incruster sur les playgrounds et détruire les joueurs un par un. En vrai, les vidéos sont assez marrantes, parce qu'elles sont courtes et surtout elles sont dans un contexte réel. Oui, et puis ça avait créé un buzz sur YouTube. Enfin, il y avait le personnage d'Uncle Drew avait fait vraiment un buzz. Avec les caméras cachées. Et du coup, forcément, qui dit buzz et dit on va faire une suite et on va essayer de faire plus long. Mais le Kai, c'est un team player, et c'est ainsi qu'il fait profiter ou croquer les copains dans une déclinaison de concept sur un film complet de 1h40. Alors, en gros, c'est Expendables, c'est une version NBA. Irving va devoir remonter une équipe d'anciens, dont le Shaq, Chris Webber ou encore Reggie Miller. Ah oui. Ouais, quand même. Alors, vraiment, un film pour les fans de basket, car le seul intérêt vient des scènes de basket et des références et private jokes entre nos seniors. Une blague qui serait peut-être allée un peu trop loin, on va dire. Bon, j'ai un inévitable, on peut pas faire un épisode sur le basket sans évoquer Space Jam de Joe Pytka en 1996. Alors, pas besoin de trop s'étaler dessus non plus, car on en a déjà parlé dans notre épisode sur les sportifs acteurs. Donc le scénario, il reprend tous les codes que nous citons dans cet épisode, même celui du biopic finalement, oui, on parlera plus tard. Donc avec Michael Jordan, le star power du film avait explosé le plafond, et si en plus de ça, on aime le basket et les Toons, ça devient cultissime. Et puisque dépasser Jordan a toujours été la quête de LeBron James, ce dernier a évidemment eu l'occasion de l'imiter en prenant le rôle principal dans un Space Jam 2, bien moins convaincant que le premier, donc voilà. Ouais. Mais bon, entre LeBron et MJ, même s'il y a un débat entre leur basket ou leur jeu d'acteur, il n'y a par contre pas photo sur le meilleur Space Jam. Les bons meneurs de jeu sont les plus rares à dénicher. Et en tant que chercheurs de pépites, nous n'hésitons pas à repousser les frontières.
Et celui-ci se mérite, car en dehors des festivals de films chinois ou à la cinémathèque, ce sera en VO non sous-titré que vous pourrez découvrir La basketteuse numéro 5 ou Nilan O.A. de Shijin en 1957. Ouais, je l'ai tenté comme ça. Ouais, ça voilà. Pour mettre du contexte, il s'agit du premier film de Shijin, mais aussi le premier film de sport en couleur chinois. D'accord. On est avant la révolution culturelle qui nationalisera l'industrie du film, mais la propagande socialiste a déjà la main mise sur le cinéma à ce moment-là. Oui. Voilà. Donc oui, on est sur un discours du sport comme symbole de l'effort et du travail, mais malgré tout, le réalisateur parvient à contourner les poncifs en y intégrant des personnages et une intrigue réussie, tout comme le montage d'ailleurs. Alors, mon mandarin étant balbutiant, je ne pourrais pas vous donner toutes les subtilités de l'intrigue, parce que oui, donc j'ai vu en VO, mais sous-titré via de l'intelligence artificielle, donc voilà. Et c'est dommage, parce que cette fresque qui se joue sur 2 générations est vraiment bien exécutée. Côté sport, mine de rien, il y en a un peu. Le basket, c'est un vrai point central dans le film, et les scènes ont le charme du chromo. Tu sais, c'est cette technique qui rend l'image beige et brune, d'ailleurs un peu comme des affiches de l'époque en Chine. C'est pire, quoi. Ouais, exactement. Et c'est dynamique, et ça vous surprendra comme un bon meneur de jeu, ou devrais-je dire, une meneuse. Hey Michael, tu devrais rester. Viens faire un 3 contre 3. Non, j'y tiens pas trop. T'aimes mieux travailler ton swing au baseball, vieux frère? Mais il n'y a plus que le baseball pour lui maintenant, puisqu'il joue plus au basketball, ce bouffon. Il doit même plus savoir jouer au basket. Michael, vous entendez ça? Il croit que vous êtes plus capable de jouer. Il y a un seul moyen de vérifier? Dans le 5 majeur, il faut évidemment le franchise player, un prétendant au GOAT, la star, un Kobe Bryant encore, un Michael Jordan, un Steph Curry ou un LeBron James. Bref, un mec qui dépasse le statut de sportif et qui mérite son biopic. Alors paradoxalement, je vais miser sur une superstar, oui, mais de l'ombre. Ah ouais. Avec Hurricane Season de Tim Story en 2009, on a un film qui suit Al Collins, un illustre inconnu, coach d'un lycée de Nouvelle-Orléans qui prépare sa saison comme d'habitude, quoi. Mais l'ouragan Katrina, qui est, je rappelle, un des plus destructeurs de l'histoire des États-Unis et qui va ravager la région en 2005 en faisant près de 2000 morts, va bouleverser sa vie et celle de millions de personnes. Un drame dont on n'a pas forcément saisi la portée ici, mais surtout dans le pays lui-même, puisque un scandale éclata suite à l'inaction des autorités pendant et après la catastrophe. Ah mais c'est encore aujourd'hui un traumatisme. Il y a encore des traces exactement là-bas. Collins souhaite alors remonter l'équipe pour participer au championnat malgré tout. Mais alors, entre les disparus, les déplacés et ceux qui n'en peuvent plus, tout bêtement, il doit se résoudre à faire fusionner les équipes de 5 lycées environnants qui autrefois se détestaient. Alors oui, c'est plein de bons sentiments hollywoodiens, vous doutez, mais l'histoire est belle, bien traitée et surtout bien interprétée par un grand Forest Whitaker. Bon, comme d'hab, est-ce que j'ai besoin de préciser, voilà. On y voit du basket, et plutôt bien filmé, mais surtout le quotidien de ces gens pendant les longs mois, voire années de reconstruction qui ont été nécessaires pour retrouver un semblant de vie normale. Un film de sport qui va au-delà du sport, et pour ça, il mérite d'être vu. Alors, il y a aussi des sportifs encore en activité qui explosent tellement le plafond du Star System qu'ils ont déjà droit à leur biopic. En fait, il y en a un. Ouais. C'est King LeBron James. Ouais. Quand on regarde son palmarès et ses records en cours, on peut dire que c'est mérité d'ailleurs. Oui. Donc oui, Shooting Stars, donc c'est le film dont je vais vous parler, nous raconte l'ascension du Chosen One, et plus particulièrement ses années lycée. Donc alors j'avais pas du tout connaissance de ce film. Voilà. Donc joué par un assez convaincant Marquis Mookie Cook, faut retenir son nom. Il a la pression sur lui. LeBron est montré à travers ses matchs clés qui ont bâti les fondations de sa légende. Donc on en sait un peu plus sur ses relations familiales, amicales, toxiques ou non d'ailleurs, et sur les attentes grandissantes autour de l'aspect unique du joueur. Le film, il est plutôt lisse, pas question d'écorner l'image du King, même si on sent tout de même la bascule où il a commencé à croire en lui et à choper un peu la melonite qui l'a mené à s'auto-proclamer digne successeur de Michael Jordan. Fallait oser. Et oui. Et en même temps, aujourd'hui, voilà. Mais le débat n'a pas fini de faire rage. Non, c'est sûr. Alors, comme je disais, on peut difficilement trouver ce film, mais si vous êtes fan de LeBron James, inspirez-vous de sa détermination et vous parviendrez à mettre la main dessus. Alors, j'ai un challenger qu'il faut garder à l'œil. Les chemins du triomphe, ou en anglais Glory Road, de 2006, de James Gardner, qui a déjà une stat intéressante. C'est le meilleur film de sport aux ESPY Awards en 2006. C'est les récompenses qui sont remises par la chaîne de sport américaine ESPN. Oui, quand même, monsieur. Donc il existe une catégorie meilleur film de sport. Oui, exactement. Il retrace l'histoire, là aussi vrai, de Don Haskins, entraîneur de l'équipe universitaire de Texas Western, et qui aligna pour la première fois un 5 de départ composé uniquement de joueurs noirs
en 1966 seulement. Quoi. Voilà. Alors bon, je vais pas me répéter, hein. L'histoire bien sûr mérite d'être connue car elle est importante. Mais on ne s'étrangle pas avec son sifflet non plus, ça ne creuse pas franchement en profondeur et on se doute d'où va l'intrigue, mais ça reste agréable à regarder, voire trop en fait, parce que vu la gravité du sujet quoi, donc merci Disney quoi. Alors par contre les scènes de basket sont bien, donc les amateurs y trouveront quand même leur compte. Malgré le côté trop tendre, Glory Road a quand même réussi à créer la controverse, hein, car certaines scènes décrivant comme racistes les opposants à cette équipe sont de pure fiction. Voilà. Okay. Ce qui a quand même obligé Disney à s'excuser, mais à demi-mot. Donc c'est parfaitement idiot de la part de Mickey, hein, donc attention aux fautes techniques. S'il vous plaît, on voudrait entendre votre version de l'affaire du coup de pied dans le ballon de basket. L'affaire du coup de pied dans le ballon. D'accord, question suivante. Alan, ton tour est passé, ta question était stupide. On a donc fait notre sélection pour le 5 majeur, mais que serait une équipe sans son coach ? Ah bah oui, c'est vrai, on va pas oublier ça quand même. Pour emmener tous ces égos vers une même direction et pour bâtir une dynastie, il faut des génies de l'ardoise, des meneurs d'hommes, avec un charisme hors norme et souvent une zone d'ombre qui les lie au thème de la rédemption. Oui, les coachs sont donc évidemment des incontournables du film de basket. Et ils n'ont franchement pas grand-chose à envier de certains confrères légendaires comme Phil Jackson ou Greg Popovich. Voilà un entraîneur-joueur polyvalent, car il peut aussi se positionner dans la catégorie biopic. Car oui, Coach Carter, de 2005, hein, de Thomas Carter, oui, ça s'invente pas, aucun lien, est inspiré de l'histoire vraie de Ken Carter. Ça fait beaucoup de Carter. Ouais, je vais beaucoup le dire. Ce dernier entraîne l'équipe du collège de Richmond, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un quartier défavorisé, où le basket est une des rares portes de sortie pour les jeunes du coin. Carter, joué par Samuel L. Jackson, lui-même originaire de Richmond, prend l'équipe en main, fait signer une sorte de contrat moral aux joueurs, les obligeant à une certaine moyenne en classe, à toujours être au premier rang et de porter les costumes le jour du match. Ainsi menés, les Richmond Oilers surperforment alors sur le terrain, mais hélas pas en cours et en salle de classe. Et Coach Carter fait alors son plus beau ankle breaker. Il refuse d'aligner l'équipe en championnat tant que les notes ne seront pas satisfaisantes. Se mettant à dos, en fait tout le monde. Hein. Alors les joueurs, bien sûr, les parents, la direction de l'école, et comme c'est les USA, toute la ville. Oui, voilà. Voire tout le pays. Limite tout le pays. Enfin, un film qui ne fait pas de concessions au travers du sport au collège aux USA. Alors attention, ce n'est pas non plus Erin Brockovich, hein, mais la critique du système de sport-études est au cœur de l'intrigue. Est-ce bien utile de préciser que le niveau de Samuel L. Jackson est toujours impressionnant, hein. D'ailleurs, quand il s'énerve avec ses sourcils là, et les yeux exorbités, je m'attends à ce qu'il sorte un gun à tout moment. Voilà. Et à citer la Bible. Passage de l'Apocalypse. D'ailleurs, je trouvais les scènes de basket vraiment bien, et les acteurs, donc comme d'ailleurs il y a Channing Tatum, hein, qui est tout jeune dedans, et ils jouent tous du ballon et ça rend super bien. Alors pas étonnant d'ailleurs parce qu'il y a eu un coordinateur basket, hein, sur le tournage, la personne de Mark Ellis, et qui a géré toutes les chorégraphies des scènes de sport. Et alors pour la blague, LeBron James est déjà cité en référence de la draft dans le film, alors qu'on est en 2005, hein, donc le gars ça fait à peu près 1000 ans qu'il joue. Quoi. Oui, il a 40 ans cette année, hein, ouais, donc 22 saisons NBA et le record toujours en cours. Hein. Toujours en cours, ouais. En tout cas, Coach Carter, cultissime. Cultissime, bien sûr. C'est peut-être là qu'on a le plateau le plus relevé, tu vois. Ouais, il y a du niveau là. Hein. Parce que là, maintenant, moi, je vais parler de Blue Chips, de 1994, le film de William Friedkin. Bon, alors celui-là, on l'a évoqué quelques fois dans les tout premiers épisodes du Ciné Sporting Club, mais il faudrait quand même revenir dessus, tant il aligne beaucoup de critères, le rangeant dans la catégorie des bons films de sport. Oui. Pour rappel, on y suit le coach Pete Bell, joué par Nick Nolte. Visiblement, à l'époque de ce film, Nick Nolte avait besoin de se défouler, car il s'agit d'un coach d'une équipe d'université médiocre, les Dolphins, qui ne contrôle absolument pas sa frustration de voir son équipe déjouer, ce qui donne droit à des scènes de colère et des remontrances à faire crever de rire, ou de peur si t'es dans le vestiaire. C'est légendaire. Bref, son équipe est à la dérive, et donc Pete cherche de nouveaux talents pour la renforcer. Mais ils sont souvent attirés, les joueurs, les talents, par des universités plus prestigieuses et surtout qui leur versent des gros pots de vin en secret. Ce qui est interdit, bien sûr, et ce que Pete ne cautionne absolument pas. Donc ce qui va d'autant plus tirailler notre gentil coach grognon et alcoolique, c'est qu'il va franchir la frontière du côté obscur en acceptant finalement de s'adonner à ces pratiques illégales, chose qu'il s'est toujours défendu de faire. Donc pour attirer des pépites. Et quelles pépites? Elles sont jouées par le tout juste drafté et amoureux du cinéma, Shaquille O'Neal, ou son acolyte de l'époque au Magic d'Orlando, le jeune meneur Anthony Penny Hardaway.
Donc inutile de vous dire qu'on a du spécialiste de basket dans le casting du film, ce qui rend les scènes de match particulièrement crédibles et spectaculaires, et souvent du point de vue du banc forcément. Ouais, ça c'est bien. Et donc, les victoires vont s'enchaîner, aussi bien que les remords de notre Pete Bell, ne savourant pas ces victoires obtenues en sortant du cadre réglementaire. Donc on a le côté dénonciateur des instances et des dérives des universités, et on a un coach en pleine tentation, puis rédemption. Donc voilà, et on a du beau basket aussi, on a des vestiaires, on a du scouting, du repérage de jeunes joueurs dont je parlais tout à l'heure, et on a des futures stars NBA au casting. Donc bon, on est unanime pour dire que Blue Chips a tout d'un All-Star. Ok, oui. On quitte un peu les States pour essayer de recruter un talent étranger. Ah, ça fait on essaye. Et il se trouve que c'est un peu le scénario de Playoff, un film de 2012. Inspiré de la vie de Ralph Klein, Eran Ridklis raconte le parcours d'un coach israélien d'origine allemande qui a tout gagné, notamment avec le Maccabi Tel Aviv, et qui relève le défi de prendre en main l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, parce que oui, on est dans les années 80. Il doit lutter entre déracinement, intégration et accusation de traîtrise provenant de son pays. Tout ça en cherchant à renouer avec son passé, ce qui est le principal de l'intrigue. Alors le pitch est alléchant, c'est un super réalisateur qui a notamment tourné Les Citronniers, et pourtant le film est très moyen. Alors la faute notamment à un peu de lenteur, un scénario qui ne semble pas trop savoir où il va, et surtout pour ce qui nous concerne, pas assez de basket, quoi. Voilà, on attend ça tout le long. Alors certes, beaucoup de films se servent du sport comme prétexte, mais là c'est vraiment une toute petite toile de fond. Oui, donc il a encore un peu de taf avant d'arriver à la cheville de ce dont on a parlé juste avant. Ouais, voilà, faut se mettre au niveau pour l'outsider. Et du coup, de celui dont je vais parler maintenant. Ah oui. Puisqu'on termine notre sélection avec un autre film qui pourrait postuler à plusieurs postes. Un film de coach, principalement, mais aussi d'une équipe, d'une vision du jeu de collectif, avec tout le côté rédemption et dépassement de soi autour. Et en plus, on a le côté biopic, puisqu'elle s'inspire intégralement d'une histoire vraie. Voilà, donc un polyvalent, il y a tout. Donc il s'agit du culte, en tout cas aux États-Unis, Le Grand Défi, ou plus connu sous le nom de Hoosiers. Film de 1986 de David Hanspaugh. Il nous parle de l'équipe de collège d'une petite ville de l'État d'Indiana aux États-Unis, les Hickory Huskers. Et plus particulièrement du nouveau coach à leur tête, ancien alcoolique bien sûr, Norman Dale, joué par le regretté Gene Hackman, et qui va tout faire pour mener son équipe à la victoire du championnat d'Indiana. Et cela avec son coach adjoint, joué par Dennis Hopper, qui aura quand même une nomination aux Oscars pour ce rôle. Et lui aussi en pleine reconstruction, rédemption, quoi. Donc comme je vous le disais, il s'agit de l'adaptation de l'histoire bien réelle du lycée Milan High School et de son parcours au championnat d'Indiana de 1954. Et la reconstruction est vraiment sympa, tout est old school dans le film, les maillots, les terrains et même le jeu joué, ce qui est forcément n'est pas toujours impressionnant. Donc faut pas s'attendre à avoir du gros dunk et du alley-oop. Mais c'est sympa, ça fonctionne et c'est toujours original de voir le sport à une toute autre époque. Autre détail qui nous plaît ici, c'est que David Hanspaugh, le réalisateur, voulait s'inspirer de Rocky pour son film. Donc c'est pour ça qu'on a tout le long du film une grosse teneur en héroïsme, voilà, sur ces valeurs-là, avec toute une symbolique sur l'esprit d'équipe et sur comment se dépasser, quoi. Donc pour plus d'authenticité, la production elle a choisi de caster de vrais joueurs de basket plutôt que des acteurs pros. Et c'est tant mieux. Il y a eu d'ailleurs tout un camp d'entraînement qui a précédé le film. Et pour finir, parce que c'est assez rare pour le souligner, et ce sont les passerelles que l'on aimerait voir plus souvent, depuis quelques années, et pour certains matchs de saison, l'équipe de NBA des Indiana Pacers porte en maillot intermédiaire, parmi les 36 de la panoplie de cette saison, le fameux maillot or et rouge métal des Huskers d'Hickory, en hommage au film. Un clin d'œil sympa de la réalité à la fiction, adapté de la réalité. C'est du Nolan. Bon, c'est purement marketing, évidemment, mais une fois de plus, le sport et le cinéma se font un joli assist. De fils de pute! Ces vestiaires, vous les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous les méritez pas! Oui, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Avec ça, vous devriez trouver de quoi former une équipe qui a de l'allure. Le vivier est quand même plutôt conséquent, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde, donc tout le monde devrait y découvrir son coup de cœur, son premier choix de draft, quoi. Le film de basketball a touché à toutes les formes possibles et imaginables que le cinéma peut offrir. Que ce soit pour vous composer une équipe joueuse adepte du small ball, ou si vous préférez les trash talk et les mecs qui mettent les coudes, notre sélection du Ciné Sporting Club va vous ravir. Alors on attend vos retours sur votre 5 idéal, et moi pendant ce temps-là, je vais tester Romain au 1 contre 1 avec un quiz qui va le défier sur le ciné et le basket. D'accord, je me vengerai sur du basket. Alors je t'explique un peu ce que tu vas devoir trouver. En gros, je vais te donner des noms d'acteurs ou de réalisateurs, des personnes du cinéma, et tu vas devoir retrouver la franchise dont ils sont fans.
Ouh. Ah. Ouais, ça va être du hasard. Intéressant quand même. Ouais. Bon, ok. Alors je commence par un facile. Peut-être certains que je sais. Oui. Ouais, je pense que tu sais. Spike Lee. Bon, lui, c'est les Knicks de New York. Ouais. Alors, pour l'anecdote, il a même un peu abusé et torpillé son équipe en 94 lorsqu'il a tenté de déstabiliser le pacer Reggie Miller et que ce dernier, un peu énervé, a planté 25 points en un quart temps. Oui, c'est bien connu, je pense. Elle est connue cette anecdote. Mais il a sa place attitrée, on le reconnaît. Ah oui, il a sa place quand devant. on regarde à la télé, il est en bas, à gauche, toujours. Voilà. Exactement. Ce petit habillé, toujours en plus avec la panoplie du supporter de base des Knicks. Il a tout le maillot. Qui gesticule sur le bord du terrain. Bon, voilà. C'est ça. Spike Lee, ouais. Alors un autre un peu connu aussi pour être fan de ciné, Jack Nicholson, de basket, Jack Nicholson. Ouais, bah lui c'est les Lakers aussi. Hein. Bien sûr aussi. Ouais. Alors, lui aussi a sa place attitrée d'ailleurs là-bas. Un autre peut-être plus compliqué, Justin Timberlake. Je crois que c'est pas les Bucks de Milwaukee, non, ou Minnesota, Timberwolves, non. Alors c'est les Memphis Grizzlies. Ah, les Grizzlies. Et dont il est actionnaire d'ailleurs maintenant. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais, non mais voilà, maintenant tu le dis. Alors il fallait un peu qu'il y ait tous les genres, donc celle-là un peu plus difficile, c'est Jessica Alba. Alors je vais dire Sixers. Non, c'était les Golden State Warriors. Ah bah ouais. Ok. Night Shyamalan. Night Shyamalan. Tu l'as cité, c'est plus dur là. Ah ouais, les Bucks. Enfin c'est plus dur, non parce que c'est peut-être moins connu. Les Wolves. Shyamalan. Je sais pas, il faut savoir un peu peut-être c'est peut-être ce qui vient de là, je ne sais pas, j'ai pas alors cherché, là, mais je pourrais pas te dire. C'est les Sixers. D'accord. Oui, d'accord. Ouais, tu l'avais dit juste avant. Mais voilà, juste avant. Il y en a un, c'est un peu surprenant, enfin en tout cas pour moi ça l'a été, c'est justement Samuel L. Jackson. Il fait une dédicace en fait dans un film. Ouais. Je te le dirai après. Ouais. Les Nets. Non, alors quand même pas. Gros indice, pas aux États-Unis. Oula. Il y a quelques franchises qui sont de l'autre côté de la frontière, tu sais. Les Toronto Raptors. Voilà, c'était les Raptors, Toronto Raptors. Et d'ailleurs, dans Jackie Brown, il a un sac à un moment, et c'est un sac aux couleurs de la franchise. Ah d'accord. C'est lui qui a imposé ça. En plus, Jackie Brown, c'était les débuts des Raptors, quoi, parce que c'est une franchise qui est hyper récente. Donc, qui est sûrement là depuis le début. Ouais. En petit bonus difficile, Jesse Eisenberg. C'est le Heat, Miami? Non, c'était Indian Pacers. Ah bah d'accord. Ouais, voilà. Et Billy Crystal? Billy Crystal, Billy Crystal, je le sais, c'est les Lakers aussi, non? Non, c'est LA aussi, mais c'est les Clippers. C'est les Clippers, voilà, non, il était de l'autre côté. On lui dira pas. Bah, bravo en tout cas. Voilà, merci. Répondu à pas mal. Ce maillot 23 touche à sa fin. Eh oui. Voilà, donc comme d'habitude, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. Et d'ailleurs, vous pouvez maintenant laisser un commentaire sur Spotify. Donc n'hésitez pas à chaque écoute à nous laisser vos commentaires ou vos réponses à la question que d'ailleurs Fabien va vous poser. Oui, alors vous allez jouer au même jeu que Romain. De quelle franchise est fan Ben Affleck? Ah, je l'ai. Tu l'as? Oui. Bon, alors à vous de l'avoir en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Très bien, maillot vert, hein, je donne un indice. Oh là, gros indice. Trop facile. Saint-Etienne. Voilà. Okay. Allez, merci Fabien. Merci Romain. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.